Bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous commençons donc la séance publique de Métiers du Grain. C'est pour moi l'occasion d'accueillir tous nos invités. Alors, vous me ferez la grâce de ne pas tous vous citer parce que ça pourrait prendre du temps. Donc, je vous accueille et nous vous accueillons collectivement pour cette séance de Métiers du Grain, cette deuxième partie consacrée à la prospective, à l'avenir, au travers des investissements. Alors je vais juste faire une petite dérogation dans l'accueil des invités. Vous savez que je suis par ailleurs président de la COGECA, vous savez, le machin qui est à Bruxelles. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir le secrétaire général ou le directeur en langage français de COGECA, Pekka Pesonen. Donc c'est l'occasion de vous le présenter. Voilà. Merci Pekka. Donc sans plus tarder, ça va être très simple. Vous voyez déjà le casting, le beau casting. Pascal Berthelot sera l'animateur de cette soirée, donc sur les investissements. Et sans plus tarder, Pascal, je te passe la parole. C'est toi le maître de cérémonie. À tout à l'heure. Merci Christian. Bonjour à tous. Pascal Berthelot, je suis journaliste et moi qui ai le plaisir d'animer cette table ronde. Et table ronde COP de France Métiers du Grain. Le thème de notre débat, c'est l'investissement. Et l'investissement, des stratégies pour l'avenir. J'oserais dire, quelle stratégie pour l'avenir ? On va essayer d'être le plus concret possible. Vous allez voir, je vais vous présenter nos intervenants dans quelques minutes. On va essayer de poser des questions concrètes, précises, et d'avoir des réponses concrètes et précises aussi. Car vous le savez, la décision d'investir, elle n'a jamais été facile. Mais j'ai l'impression, moi en tant que journaliste, je ne suis pas à votre place, j'ai l'impression qu'elle est de plus en plus difficile à prendre. Le monde est de plus en plus volatile, les marchés le sont aussi et les produits agricoles n'échappent pas à cette tendance. Alors c'est ce que nous verrons avec nos 5 intervenants que je vais vous présenter dans quelques secondes. Mais d'abord, pour poser le débat, quelques chiffres pour avoir les idées bien au clair. Avec vous, Vincent Magdelaine, directeur COP de France Métiers du Grain. Bien, merci Pascal. Alors, juste quelques mots d'introduction pour planter le décor. Nous faisons avec nos amis d'Unigrain, avec la FNR, depuis 1992, tous les ans, une étude sur la situation financière des coopératives. Nous avons un échantillon qui représente 80% de la collecte des coopératives, donc qui est très représentatif. Et ce que nous voyons, c'est que les coopératives des métiers du grain investissent régulièrement et investissent majoritairement dans leur outil de travail. Alors, quelques chiffres. Une coopérative moyenne qui fait donc 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est le chiffre de la coopérative moyenne, investit 3,5 millions d'euros par an. Ce chiffre est relativement stable dans le temps. Il n'y a pas de tendance à la hausse ou à la baisse. C'est quelque chose qui est stable. Et on peut dire que les investissements sont très majoritairement corporels. Deuxième indicateur que nous avons regardé, plus intéressant peut-être, c'est le taux d'investissement. Le taux d'investissement, 2,75% du chiffre d'affaires, c'est le taux moyen. C'est un ratio qui est dans la moyenne des industries agroalimentaires, qui ont plus d'outillage, qui ont plus d'occasions d'investir plus régulièrement et malgré tout, malgré une activité principale à faible valeur ajoutée, le stockage, commercialisation des grains, vous êtes dans la moyenne des IA. Et puis le troisième indicateur, c'est peut-être le plus intéressant, c'est le facteur multiplicateur entre les investissements corporels et la dotation aux amortissements. C'est plus du double, ce qui veut dire que globalement, il y a une croissance des immobilisations avec largement plus que le simple renouvellement de l'outil et donc une croissance de cet outil. Et nous allons le voir au travers de quelques exemples tout de suite. Voilà, donc sans prendre plus longtemps, nous voulions vous apporter ces quelques éléments d'introduction. Merci Vincent. Je vais vous présenter maintenant nos 5 intervenants de gauche à droite. D'abord, Francis Declercq, professeur, ou Declercq plutôt, c'est bien ça, professeur au département finance et management agroalimentaire à l'ESSEC. Sur votre côté, sur votre gauche, nous avons Jean-François Laurin, directeur général d'Unigrain. Et puis à côté de vous, nous avons Martin Migonnet, directeur général de la Noriap dans la Somme. Agnès Duvert, directrice ou directeur général, on dira l'un et l'autre, indépendamment.
comme on veut, directrice générale de la SCARA dans l'Aube. Et puis enfin, Robert Bilbao, directeur général de l'Union Cerevia, Rhône-Alpes, Franche-Comté, Bourgogne, et surtout Bourgogne. Surtout Bourgogne. Il n'a pas amené de bouteille, mais il va peut-être vous en parler. Voilà. Alors, on va commencer avec vous, Martin Migonnet. On va commencer par 3 exemples d'investissements. Vous et vos 2 acolytes, vous allez nous présenter 3 investissements très différents. 5 minutes de présentation. Je vous pose quelques questions, vous y répondez. Et derrière, on va aborder des thèmes plus généraux, la gouvernance, le financement, la stratégie. Alors, sur quoi avez-vous, à la Noriap, investi? Quel est, votre investissement, monsieur Migonnet? Alors là, on investit en ce moment essentiellement sur le métier du grain. Bon, Noriap, très rapidement, c'est une coopérative agricole. En gros, 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1 200 000 tonnes de collecte. On fait en plus 350 000 tonnes d'aliments par ailleurs. Puis on a un réseau gamme vert, mais notre principale activité, c'est le métier du grain. Donc, nous sommes engagés dans un plan d'investissement sur du moyen terme, qu'on estime entre 12 et 15 ans, de restructuration de l'outil de collecte, pour lequel on pense à peu près investir entre 70 et 75 millions d'euros. Donc nos investissements principaux en ce moment sont dans le métier du grain et les outils du métier du grain. Investissements principaux, c'est quoi? Construction de silos? Alors, c'est principalement de la construction de nouveaux silos. Ces 5 dernières années, on a construit 60 000 tonnes de nouveaux silos. On voit les images derrière vous. Et puis, on a renouvelé, on a entièrement retapé, on est en train de remettre, mais complètement au goût du jour, notre silo principal qui fait 100 000 tonnes, qui est à Langoisin, et qui est sur le tracé du futur canal Seine-Nord. Et alors, pourquoi vous le faites? Pourquoi il faut renouveler ce silo? Je vais essayer de faire court, donc il y a 18 raisons. Non, les raisons principales, c'est... notre boulot, c'est de valoriser la collecte des adhérents. Donc pour la valoriser, il faut des moyens adaptés. Et on travaille, nous, à 85% pour des industriels. Donc on travaille énormément sur cahier des charges. Et ça devient de plus en plus, je ne vais pas dire technique, il n'y a pas de révolution technique dans le métier. Mais voilà, il faut être de plus en plus pointu. Ils n'étaient plus adaptés, les anciens silos? Alors, on a un phénomène d'obsolescence des silos ou de manque d'adaptation, c'est-à-dire des tours trop petites où on ne peut pas mettre de table densimétrique, par exemple, ou des outils de ce type-là. Il y a aussi l'évolution des modalités de collecte par nos adhérents. Quand vous avez un élévateur qui peut monter 60 tonnes de collecte par heure et que vous avez des batteuses aujourd'hui qui ont ce même débit-là, eh bien, il faut simplement avoir des outils un peu plus adaptés. Il y a l'obsolescence technique, il y a l'évolution des normes qui devient de plus en plus chargée. Il y a la sécurité du personnel, quand un silo devient trop vieux. Et puis on a aussi, notre objectif, c'est de valoriser la collecte, et notre responsabilité, c'est de léguer à la génération d'après un outil qui est aussi adapté aux besoins du marché que celui qu'on a reçu, parce qu'on travaille aujourd'hui essentiellement avec des silos qui ont été faits par les générations d'avant. Donc notre boulot, c'est aussi de laisser aux générations d'après un outil qui corresponde aux besoins du marché. Et ça, c'est assez prégnant chez nous. C'est assez prégnant. Je crois que vous avez travaillé dans d'autres secteurs. Est-ce que c'est une idée plus prégnante dans la COP, dans l'agriculture? Oui, au niveau industriel, la transmission intergénérationnelle des outils, c'est pas vraiment leur tasse de thé, quoi. C'est pas les mêmes raisonnements et c'est pas c'est pas le même lien au local. C'est pas le même lien au local. Nous, nos adhérents, alors je n'ai surtout pas parlé à la place des adhérents parce que je ne me faire tuer par le conseil, mais nos adhérents, ils ont une ferme. Leur souci, c'est que ça marche bien, et leur deuxième souci, c'est d'installer leurs enfants et puis que la ferme marche bien pour les enfants. Au niveau d'une COP, c'est la même chose. On n'est jamais que la poursuite de l'exploitation des adhérents. Donc on a les mêmes raisonnements dans la COP que les adhérents ont chez eux, c'est-à-dire j'ai un outil, j'en profite, il a été fait par mes parents, ou c'est moi qui ai mis en valeur les terres, et je dois laisser derrière moi un outil qui soit le plus correct possible. Mais c'est une décision lourde, là. Combien? Vous avez dit 70 millions au total? Oui. C'est pas difficile à prendre, cette décision-là? Non, parce que vous savez, on est une coopérative, donc on a une collecte par an, donc on a sans doute le pas lent, mais voilà. Une fois qu'il est pris, une fois qu'on a décidé d'aller quelque part, on y va. C'est un plan qui a été pris, dont je n'ai pas la paternité, qui a été lancé par mon prédécesseur, par Jean-Louis Pépin, beaucoup d'entre vous connaissent, qu'on a poursuivi, qu'on inscrit à chaque fois qu'on réfléchit, on se repose la question chaque fois qu'on refait un projet d'entreprise, donc sur les 5-7 ans qui viennent,
Et on le réinscrit à chaque fois, et puis ça nous sert de guide. On y affecte une partie, on a décidé en 2010 avec le Conseil d'y affecter une partie significative de notre marge brute d'autofinancement. Et du coup, on l'applique tous les ans, et voilà quoi. Alors, non, c'est pas très dur à prendre. Pas très dur à prendre. Finalement, c'est facile à faire accepter, hein. C'est ce que je comprends de vos propos. Oui, parce que c'est clairement dans l'accomplissement de l'objectif de la boutique, enfin de la coopérative. Donc voilà, la question peut se poser sur le comment, mais surtout pas sur le pourquoi. Vous avez entendu les raisons. Non, on ne se pose pas trop de questions de ce côté-là. Pas de souci. Quelques chiffres pour terminer. Sur votre investissement principal, le silo principal qu'on a vu en photo, là. Bah ça, c'est combien de temps? Villéoville. Combien d'argent? Alors, au Villéoville, quand on a envie de rire, mais tous les chiffres sont vrais, on a mis 9 ans à le faire. 9 ans, quand même. Beaucoup de problèmes réglementaires, beaucoup de problèmes de terrain, de gens qui ne voulaient pas de silo sur un terrain, etc. 9 ans, c'est normal ou ça a été long En exceptionnellement? temps normal, une fois qu'on a le terrain, en 3 ans, c'est plié, quoi. 1 an et demi de réglementaire, 1 an de construction, quand on a le terrain. Après, il faut trouver le terrain. Donc 9 ans, 9 mois pour le construire, 9 millions d'euros d'investissement. 9 mois Voilà. pour le On construire, espère qu'il durera un peu 9 ans. plus que 9 ans quand même. Bon. Merci, monsieur Migonnet. On va passer à votre voisine, Agnès Duvert, directrice générale de la SCARA dans l'Aube. Chez vous, les investissements sont différents. Ils ne sont pas de même nature. Ce n'est pas un silo. Tout à fait. Donc, ce que je souhaitais, comme je vous ai expliqué, c'est d'abord expliquer où se positionne la SCARA et ce que représente la SCARA, parce qu'on ne peut pas comprendre nos investissements si on ne sait pas qui est la SCARA et où elle est. Donc, ça représente 650 adhérents, 60 collaborateurs, 300 000 tonnes de capacité de stockage pour une collecte de 210 000 tonnes. Et aujourd'hui, on a 82% des agriculteurs sous démarche Agriconfiance, et je vais vous en parler, et 63% de notre collecte qui est en contrat filière. Si vous voulez plus de renseignements, on a un site internet comme beaucoup d'entre nous. Et vous êtes disponible à la fin de la séance. Mais surtout, la SCARA, elle est dans la plaine de la Champagne-Crayeuse. Super la Champagne-Crayeuse pour les cultures que nous pratiquons, mais nous sommes loin des ports. C'est l'Aube, entre Troyes et Châlons-en-Champagne. C'est certes au cœur de l'Europe, mais c'est très loin des ports. Et en fait, ce qui s'est passé, très simplement, cette SCARA, qui a plus de 90 ans, dans les années 90, quid, la PAC arrive, le conseil d'administration s'est dit, nous sommes très loin des ports, par rapport à nos autres compétiteurs sur l'Hexagone, nous serons forcément pas privilégiés. Ouais, on a un désavantage. On a un désavantage. Et comme souvent dans la vie, une menace devient une opportunité. Et c'est comme ça que la SCARA, le conseil d'administration, a décidé dans les années 90 d'initier ce qu'ils ont appelé la démarche en filière. Alors dans les années 90, démarche en filière, c'était de l'hébreu, clairement. Mais ça voulait dire que la SCARA décidait d'aller au plus près du consommateur final pour comprendre le consommateur final et produire ce qui se vend. On était dans les années 90. Et c'est comme ça que la SCARA est rentrée, dès les années 95, dans le groupe Jacquet, aux côtés du groupe Limagrain, parce qu'on pouvait avoir l'idée de la démarche en filière tout seul, et puis il fallait du pétrole. Oui. Donc, et c'est comme ça que l'aventure Limagrain-Jacquet a commencé au niveau de la SCARA. Et donc, on a investi dans l'aval. Mais on avait déjà historiquement investi dans l'aval avec Malterie de Champagne, ce qui est devenu Malte Europe, qui après est devenu Cyclae. Alors après, c'est compliqué, faut comprendre toute l'histoire de ce développement qui est très complexe. Et tout ça pour dire que historiquement, cette coopérative auboise a investi massivement dans l'aval parce que, considérant que c'était la voie d'avenir. Combien vous avez investi au total? Alors au total, on va regarder le haut de bilan de la SCARA, et c'est là que ça devient surprenant. On a 43 millions de fonds propres, et en IMOFI, on a 23 millions. Voilà. Donc tout est dit. Il fallait oser. La coopérative a osé. Donc aujourd'hui, la répartition de ces deux participations majoritaires, on va dire, sur ces 23 millions, je crois qu'il y a un graphique qui vient après, qui va montrer qu'on est, on va dire, équilibré. Puisque Limagrain, Jacquet, ça représente à peu près 9-10 millions, 45% de nos IMOFI. Et puis, ce qui est devenu Vivessia Industrie, grâce à un partenariat que nous avons fait avec d'autres coopératives, la coopérative agricole de Lorraine, l'ORCA et Val-France, nous avons créé Clovis, qui est une holding, et nos participations sont maintenant dans Vivessia Industrie à 46%. Et le grand intérêt, c'est de connaître votre client.
Alors, le grand intérêt, il est de plusieurs ordres. Bien sûr, il y a l'intérêt du débouché, mais il y a l'intérêt, alors que certains appelleront immatériel, mais qui, de mon point de vue, n'est absolument pas immatériel, qui est de connaître effectivement son client. Quand vous êtes au cœur du réacteur, vous comprenez la problématique aval. Et plutôt que de juger la problématique aval, vous essayez d'intégrer la complexité aval et de la redescendre à votre niveau, c'est-à-dire sur l'amont, de telle façon que plutôt que d'entendre des agriculteurs subir ce qu'ils doivent faire, ils comprennent et ils le font, j'allais dire, avec davantage de cœur. Sourire. Voilà. Avec le sourire. Ça permet de ne pas se bloquer, quoi. Ça permet de ne pas se bloquer, mais surtout de donner un sens à son acte de production. On sait pourquoi on fait les choses et on sait comment il faut les faire pour les faire le mieux possible. Est-ce que ça a un retour, ces partenariats-là, en filière, est-ce que c'est un retour direct pour l'agriculteur qui apporte ces céréales? Alors direct, on ne va pas dire direct, hein, quand vous êtes dans des participations financières, et là ça dépend des dividendes, n'est-ce pas président? Donc non, le retour il est bien sûr globalement, puisque à travers la connaissance que vous avez de votre marché, vous poussez toute votre organisation à aller dans le sens des besoins de l'aval, et donc forcément il y a un retour, c'est que vous êtes au plus proche du marché, et donc oui, il y a un retour, mais qui se traduit non pas de façon directe, mais forcément, globalement, sur le business model de l'Ascara. Nous sommes en stratégie de différenciation de la matière première agricole à l'Ascara. On ne vend pas du blé, on ne vend pas de l'orge. On vend du blé Scara et de l'orge Scara parce qu'on fait les choses d'une certaine façon. Ce qui n'est pas la même chose. Alors justement, et vous vendez aussi du blé Scara Agri-Confiance. Alors ça, c'est la démarche qui vient en complément, puisque je vous ai dit qu'il y avait une vision stratégique dans les années 90. Et dans cette vision stratégique, il y avait, nous devons être à l'aval, de telle façon de comprendre les besoins effectivement du marché. Mais nous devons aussi permettre à nos adhérents, le plus grand nombre, de rentrer dans cette logique de marché. Et le réceptacle le plus logique nous a semblé être à l'époque Agri-Confiance. Et c'est comme ça que, faisant certifier l'entreprise, nous avons fait rentrer aussi l'intégralité de nos adhérents dans la démarche Agri-Confiance, de telle façon que nous pouvions vendre un modèle à nos clients. Et ça marche ça, Agri-Confiance? On arrive à le valoriser? Alors, les années où tout va bien, ça marche très bien. Voilà, ça veut dire quoi ça? Et l'année où c'est un petit peu plus délicat, eh ben, on teste la force du partenariat. Pour certains, ça marche, c'est clair. Pour d'autres, c'est encore en égo. Ah Mais oui. alors là, c'est une réponse de Normand, là. et puis de court terme. Parce que dans une approche moyen-long terme, oui, ça marche. Et ça marche très bien. Non, mais je faisais une allusion à l'année, voilà, parce qu'on a quand même des blés fourragés cette année. Donc, Oui. Mais si on n'avait pas la démarche Agri-Confiance, de toute façon, on ne serait même pas en train de négocier. Est-ce qu'il y a des clients qui réclament Agri-Confiance et qui vous payent plus cher parce que c'est On Agri-Confiance? a des clients. Alors, ça a commencé par la malterie. C'est d'abord les Japonais, la brasserie japonaise, le troisième brasseur japonais Sapporo, avec Cargill. C'est d'abord la malterie qui s'est intéressée à notre démarche. Et ensuite, effectivement, ça a été la meunerie. Mais d'abord la malterie. Et je vous dis, on est 67% engagés en démarche filière aujourd'hui avec une rémunération qui retourne à l'agriculteur. Qui retourne à l'agriculteur. Une valorisation qui va jusqu'au sociétaire. Mais ils travaillent, hein, ils font un effort. Oui, bien sûr. On n'a rien Ils ont sans rien une dans la vie. contrepartie, quoi. Voilà. Merci à vous Agnès, merci beaucoup. Troisième témoignage, Robert Bilbao, vous êtes directeur général de l'Union Cerevia. L'Union Cerevia, coopérative de Bourgogne. Alors c'est combien? 7, c'est ça? Alors l'Union Cerevia, c'est 7 groupes coopératifs de 3 régions, hein, Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes. La mission de Cerevia, c'est d'assurer la commercialisation de toute la collecte de ces coopératives-là, à 100%, et d'assurer aussi l'organisation logistique. Donc 3 millions de tonnes. Et donc la particularité de Cerevia, on est donc dans la vallée du Rhône, vallée de la Saône, les plateaux de Bourgogne, etc. On a à peu près 55% de la production qui est orientée sur le marché intérieur, avec une forte densité sur la meunerie, parce qu'on est situé en forme d'Y, on peut approvisionner la meunerie sur tous les axes tel que vous le voyez sur la diapo. Oui, on le voit bien. Là, oui. Par contre, on a 45% de nos céréales qui sont destinées à l'exportation. Et s'agissant de Cerevia, il y a 7 ans, disons, on a eu une problématique très importante à régler, à savoir que les exportations de notre région, traditionnellement, Rhône-Alpes-Bourgogne, elles étaient destinées sur le marché italien, notamment en blé de meunerie, en maïs. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'Europe? Les pays du PECO sont arrivés dans l'Europe,
Hongrie, Roumanie, Bulgarie, etc. L'Allemagne s'est réunifiée. L'Allemagne est devenue aujourd'hui un pays céréalier important, exportateur. Et on s'aperçoit qu'un pays comme l'Italie, surtout l'Italie du Nord, a complètement, disons, diversifié ses zones de ses originations, de ses importations. Et comme nous avions, au départ de notre région, des coûts de logistique très chers, avec une logistique train qui ne fonctionnait pas, y compris côté italien, y compris du français, donc on a été obligé de reconstruire totalement une stratégie d'exportation. C'est-à-dire, vous avez fait Alors, la stratégie d'exportation que nous avons visée, c'est-à-dire on a transformé une logistique d'exportation terrestre en une logistique d'exportation maritime. Donc on a pris le risque, d'une part, de s'installer sur Fos-sur-Mer. On pourra en parler aujourd'hui, on ne le regrette pas. Contrairement à ce que certains nous prédisaient, aujourd'hui ça fonctionne et la réforme elle est appliquée, elle marche très bien. Et puis il a fallu bâtir donc des silos et un outil sur Fos-sur-Mer, donc des investissements importants. Ouais, vous en avez combien là sur Fos? La sur Fos, si vous voulez, on a, je le montre la diapo, on a une première tranche d'un silo de 30 000 tonnes et un bâtiment qu'on appelle un hangar qu'on avait racheté aux chambres de commerce, qui avait un peu initié ce projet-là au départ. Ce bâtiment de plat aujourd'hui est transformé en logistique engrais, donc l'Union Area, qui est un peu le pendant d'un pro de l'Union Cerevia pour les coopératives du Grand Est et de la région Rhône-Alpes, vont bâtir une logistique d'engrais d'importation, ce qui fait qu'on va doubler cette année le silo et le porter à 60 000 tonnes un silo, 60 000 tonnes un silo qui fait 1 million de tonnes à peu près par an. Donc il y a à peu près 20, disons entre 18 et 20 rotations. Quel est le montant de l'investissement? La première tranche du montant d'investissement se situait, pour notre partie, chez nous, nous avons investi, ce dossier, c'est un dossier de partenariat. Nous avons investi sur la partie silo, c'est notre métier, et dans la vie, il faut faire ce qu'on sait bien faire. Nous sommes refusés à investir dans la partie manutention portuaire, surtout en pleine réforme portuaire. Donc nous avons fait un contrat de partenariat avec un manutentionnaire qui est... Vous savez que maintenant dans les ports, la manutention elle est privée, elle n'est plus faite par les ports autonomes. La réforme disait que les manutentions se font par des manutentionnaires privés et le personnel qui était embauché par les ports était rembauché par les manutentionnaires privés. En même temps, on a fait une réforme, disons, sur l'amiante qui a permis de mettre en retraite 40% du personnel et de façon dégraissée. C'est ce qui s'est fait. C'est la réforme qui a été faite par Sarkozy et Bussereau. Aujourd'hui, on peut dire que c'est fonctionnel et c'est fiable. Et ça marche. Et ça marche. Les grèves, on n'a pas plus de grèves que dans n'importe quel autre endroit en France. Ah bah c'est une information. Non mais je le dis haut et fort. Les ports, les docks, ça marche aussi bien qu'ailleurs. Non mais ça, on l'a toujours dit. La réforme portuaire, elle a marché à Dunkerque. Contrairement à la marche en céréales sur le bassin, disons, vrac. Donc ça concerne les céréales, ça concerne par exemple le charbon, la bauxite. Ça a un peu moins bien marché sur certains d'autres produits, sachant que le port de Marseille vit du pétrole. C'est quand même le premier port d'importation de pétrole en France. Donc aujourd'hui, la manutention portuaire est investie par notre manutentionnaire avec qui nous avons contractualisé. Il a investi à peu près une somme de 15 millions d'euros. Nous, dans les coopératives... Vous lui apportez quoi? Vous lui un volume? Nous, on lui apporte du volume et que nous avons contractualisé avec des obligations mutuelles de sa part. De volume de votre part et de fréquence de sa part. Sur des rentabilités de chiffres, sur des tonnages garantis. Et nous lui garantissons du volume. Et lorsque nous ne pouvons pas, effectuer ces volumes, nous avons un système de pénalité qui est intégré dans notre stratégie. Est-ce que vous auriez pu Nous-mêmes, faire ça? nous avons investi, avec nos collègues des coopératives quand même de la vallée du Rhône, qui sont partenaires de ce dossier, plus Invivo et Granit, ont investi avec nous. Cerevia est quand même le leader. On a investi dans un premier temps 15 millions d'euros et on réinvestit cette année 12 millions d'euros. 12 millions cette année aussi? Cette année pour la transformation du bâtiment en engrais et le doublage du silo. Est-ce que vous auriez pu faire ça seul? Je le dis à toutes les coopératives de Cerevia, aucune des coopératives de Cerevia aurait été à même de faire un tel projet seul. Pourquoi? C'est pas forcément par rapport à des capacités financières. C'est par rapport aux engagements que nous avons pris. De volume. Nous avons pris des engagements de volume pour que notre organisation soit fiable. Donc il a fallu qu'on soit ensemble à travers Cerevia pour permettre de garantir qu'il passera sur cette installation entre 800 000 tonnes et 1 million de tonnes. Et puis il y a aussi le pendant, la logistique d'approche. Donc notre logistique d'approche aujourd'hui, elle est pour à peu près 600-700 000 tonnes en fluvial. On a la chance d'être sur vraiment l'axe Saône-Rhône qui est navigable toute l'année, avec des convois de 4 000 tonnes en deux barges. Donc nous avons construit une logistique fluviale, nous avons construit une logistique aussi pareil, avec des engagements
avec des partenaires et donc des volumes. Et donc le fait d'être ensemble, 5 coopératives et de présenter du volume, on a pu réaliser ce projet-là. Sinon, on n'y serait pas arrivé. Sinon, ça n'aurait pas marché. Ou plus difficilement. Ou plus difficilement. Premier regard, Francis Declercq, vous le professeur à l'ESSEC, vous venez d'entendre 3 exemples d'investissement. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Eh bien, ça m'inspire beaucoup de confiance parce que je vois que les associés coopérateurs s'engagent pour leur coopérative. Et s'ils s'engagent dans des volumes, dans des projets à long terme, c'est qu'ils ont confiance dans plusieurs atouts qu'ils ont. À savoir, le premier atout, c'est leur territoire, leur terroir, avec le sol, le climat, leur savoir-faire, puisqu'ils peuvent s'engager pour produire durablement, de manière régulière, sachant que la France a en effet un atout énorme par rapport à ses concurrents, qui ont d'autres atouts, bien entendu. La France n'a pas tous les atouts. Mais l'atout, c'est de produire une quantité régulière de céréales chaque année. C'est un des pays qui produit le plus régulièrement. C'est un atout important. Et on en reparlera peut-être. La France travaille aussi sur l'amélioration de la qualité pour qu'elle soit plus régulière, parce que c'est un peu moins vrai parfois. Et puis... En termes d'investissement, qu'est-ce que ça vous inspire ? En termes d'investissement... Là, quand même, c'est des investissements lourds. Ce sont des investissements très lourds et ça suppose aussi, en plus, d'avoir investi dans des compétences. Et ça me semble particulièrement important. Des compétences pour s'organiser. On en a parlé en termes de gouvernance pour s'organiser, pour que les associés coopérateurs s'engagent et aillent de l'avant à la conquête de ces débouchés, quels qu'ils soient, que ce soit de l'export, que ce soit à travers l'aval des filières ou de l'organisation, simplement pour le marché intérieur auprès d'industriels. Ils s'engagent dans différentes voies pour créer de la valeur, pour chercher de la valeur, parce qu'il faut la chercher, cette valeur, sinon on vendait juste une commodité, quoi. Et bien sûr que le blé est une commodité, mais il faut aller chercher de la valeur, du service en allant plus loin. Et je pense qu'un investissement dans ces compétences est particulièrement important. Bien sûr, investir dans les compétences. Est-ce que vous n'êtes pas étonné sur, j'allais dire, le pas de temps dont nous a parlé Martin Migonnet, le temps long entre générations ? Ça, c'est quand même particulier. C'est pas, le reste de l'économie ne vit pas forcément comme ça. Oui, c'est vrai que les coopératives vivent le temps long et le temps intergénérationnel, puisque les réserves sont indivises et sont transmises de génération en génération. C'est un atout en la circonstance, parce que ça permet notamment aux coopératives françaises d'investir sur le long terme. Pour moi, c'est très important. C'est un facteur de stabilité. La coopérative est un facteur de stabilité, ce qui n'enlève rien au mérite des autres acteurs, bien entendu. D'accord. Et les compétences managériales sont particulièrement importantes, et je pense que j'aurai l'occasion d'en parler. Oui, ne vous inquiétez pas, ce n'est que le début de la table ronde. Monsieur Laurin, directeur d'Unigrain, le temps long, qu'est-ce que ça vous inspire chez vous ? D'abord, je voudrais dire bonjour à tout le monde. Et vous dire que, écoutez, tout ce que j'entends là, ce sont des expériences extrêmement intéressantes. Nous, le temps long, Unigrain, c'est le monde des coopératives, c'est aussi notre monde. Hein. On partage le même ADN. Nos actionnaires majoritaires sont les céréaliers, donc pour nous, on partage les mêmes valeurs. Donc, il se trouve que nous sommes un instrument financier, nous sommes un outil financier qui est au service de la profession. Et pour nous, le long terme, le partenariat à long terme, c'est quelque chose que nous partageons, j'allais dire, tous les jours. Alors le long terme, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire, on connaît bien ce monde des coopératives, hein, on les a vues évoluer, puisqu'on a fêté nos 50 ans l'année dernière, donc ça fait 50 ans qu'on est en accompagnement des projets des projets, notamment des coopératives, hein, ce n'est pas uniquement les coopératives, mais aussi les PME de l'agroalimentaire. Et donc, ça, c'est ça le partenariat long terme, j'allais dire. Et donc, on accompagne les projets qui sont des projets d'investissement, plus des projets de développement, hein, bien sûr, que des projets, j'allais dire, on n'est pas une banque, hein, on est un institut... une société financière, et on est plutôt sur le haut de bilan que sur le bas de bilan. Est-ce que ça change des choses en termes d'accompagnement, ce pas de temps plus long pour les COP ? Pas de temps plus long pour les COP, oui, je pense que c'est vrai pour ou non. Pour les, j'allais dire, les décisions sont mûrement réfléchies. Les COP, c'est une culture de consensus, nous on connaît ça très bien.
Mais je veux dire, c'est relatif. Hein. Vous savez, il y a des grands groupes pour lesquels les décisions sont prises de façon aussi un peu longue. Donc, moi, je ne vois pas trop de... Alors, bien sûr, l'expérience de Martin est une expérience, j'allais dire, peut-être un peu particulière, parce que c'était mûrement réfléchi, on va dire. Mais je ne vois pas trop la différence, personnellement, entre ce qui fait les décisions d'investissement des coopératives avec les décisions d'investissement d'autres groupes. Alors, évidemment, c'est plus long que dans une PME familiale où il n'y a qu'un patron qui décide. Ça, c'est sûr. Pas de vraie différence. Est-ce que pour vous, c'est un atout quand même, ce pas de temps plus long, comme le pense M. De Clercq ou est-ce que c'est un atout ou un désavantage? Non, c'est un atout parce que, justement, ce qui est un des atouts des coopératives, c'est la stabilité. Et c'est, j'allais dire, le long terme, parce qu'on sait très bien que les coopératives, elles vont évoluer sur du long terme. Donc ça, c'est forcément un atout. Martin Bigonnet. J'ai mal dû m'exprimer, j'ai pas dit qu'on avait réfléchi pendant 8 ans avant de faire le silo. J'ai dit qu'entre les emmerdements réglementaires, pardon, les difficultés réglementaires, la capacité à convaincre l'administration que les chauves-souris n'allaient pas se cogner contre le silo, parce qu'on est arrivé quand même à ce niveau de débilité mentale. Et puis ce genre de choses, ça nous bouffait. Ouais, on a un bois pas loin où il y a des chauves-souris spéciales. Et en fait, l'administration a considéré que elles n'allaient pas se cogner contre les arbres, mais qu'elles allaient se cogner contre le silo. Donc il fallait qu'on leur prouve qu'elles n'allaient pas se cogner contre le silo. Parce que c'est bête, une chauve-souris. Enfin bon, c'est pas grave. Il ne faut pas me lancer là-dessus. Donc je te rassure, on n'a pas réfléchi pendant 6 ans. Je vais revenir sur ce qu'a dit Jean-François, parce que nous, je vous ai dit, on est pas mal dans l'aliment. Un des moyens qu'on a eu d'aller dans l'aliment, c'est qu'on avait des titres dans une société industrielle, mais qui ne représentaient qu'un intérêt à très très long terme, et que nous, on ne pouvait pas valoriser facilement. Donc on s'est rapproché d'Unigrain, et on lui a dit, votre boulot, c'est de garder ça longtemps, parce qu'il y aura une vraie réalisation à jouer dans quelques années. Portez-les plutôt, parce que nous, on a besoin de cet argent-là pour jouer pour prendre la majorité dans une boîte d'aliments, dans une société d'aliments. Et on est très vite tombé d'accord avec Unigrain sur, je ne vais pas dire sur les montants, mais voilà, sur la répartition de la tâche entre un porteur d'affaires qui doit réfléchir sur le plan industriel sur le long terme, et nous, avec les capacités de ce qu'on pouvait faire et la capacité de ce qu'on pouvait réaliser. Donc c'est vrai que c'est des interlocuteurs à taux élevé, mais à bon sens prégnant aussi. Bon. Il a réussi à le dire quand même. Il a réussi à le dire. La gouvernance des COP, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? Alors les COP, un adhérent, sociétaire, une assemblée générale, un homme, une voix. Je parle sous votre contrôle, vous me coupez si je dis une bêtise. Un conseil d'administration, un directeur, une direction, un président. Agnès Duvert, c'est un avantage ou un inconvénient cette gouvernance-là? Des fois on n'y comprend rien, je vous avoue, de l'extérieur. Je ne sais pas si on n'y comprend rien, mais en tous les cas c'est notre modèle. Donc déjà, quand on est dans un modèle, voilà, on le respecte. Première mais est-ce que c'est une lourdeur ou est-ce que pour investir? Non, je pense pas que ce soit une lourdeur pour investir. Il faut quand même pas oublier que notre modèle coopératif, c'est la fameuse pyramide inversée. Hein, les adhérents qui élisent les délégués de section, qui élisent les élus, qui élisent donc le président, et après il y a la direction, le CODIR et toute l'équipe. Donc ce qui veut dire que quelque part, ce qu'on appelle une lourdeur, c'est plutôt une capacité à faire s'approprier nos décisions par la base. Or, notre atout principal, c'est notre base. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous amuser à avoir 80% d'adhérents dans Agriconfiance si la base ne croit pas à votre vision stratégique, si la base ne veut pas investir avec vous. Après, ils vont vous envoyer bouler. Comment vous avez fait pour les convaincre, par exemple, sur Agriconfiance? Déjà, la vision stratégique est présentée aux adhérents. Alors, on est tous d'accord, hein. Quand un président commence à exposer la vision stratégique du conseil d'administration, il y a, 10% qui s'intéressent, 50% qui disent mais qu'est-ce qui nous baratine encore, et puis les autres. Donc, qui dorment. Allez, on peut le dire, ça marche. Mais l'année d'après, quand c'est la première année où on expose la vision stratégique, déjà les grands mots, pour certains c'est des gros mots. Donc l'année d'après, tiens, premier dossier, ça concrétise ça. Ah mais oui, vous me l'aviez dit. Ah oui, d'accord. Et l'histoire, vous commencez à l'écrire avec eux, et du coup, ça donne du sens à ce qu'ils font avec la coopérative, et ils se sentent résolument acteurs, et ils vont devenir partie prenante. Et c'est ça qui fait aussi, parce que c'est quand même important de savoir que quand les dossiers sont un petit peu chauds,
Si on a respecté notre processus d'appropriation, les adhérents sont solidaires. Toujours, c'est ce que vous avez remarqué. Bon, en tous les cas, en général, quand on leur a expliqué les tenants et les aboutissants, quand ça commence à chauffer, Ils sont derrière. ils sont derrière. Comment vous avez fait chez vous, question à tous les trois, pour parler à vos adhérents, pour leur expliquer votre projet d'investissement? C'est des réunions ad hoc? C'est l'Assemblée Générale? C'est quoi finalement? Un bulletin interne? Je ne sais pas. Martin, pour détendre l'atmosphère, tu aurais dû faire intervenir Bigard, ça aurait peut-être détendu l'atmosphère et ta chauve-souris. Hein. Picard. Ah, l'humoriste alors, hein. Et voilà. Pas le gars de la viande. Pour être sérieux, On peut peut-être manger des chauves-souris, je ne sais pas. pour être sérieux, moi j'ai des DG, des présidents, j'en ai 8, parce que dans le groupe, il y a 2 coopératives qui sont en union. Donc j'ai 8 DG et 8 présidents. C'est bien, c'est très formateur et c'est très intéressant. Il faut être très en forme. Hein. Donc là-dessus, il ne faut pas être endormi, disons. Est-ce que voilà. c'est pas une difficulté dans la prise de décision? Non, pas du tout. Je plaisante, pas du tout. Non, pas du tout. Notre projet est un projet différent. J'imagine que les coopératives et les coopératives de Cerevia ont très lourdement investi dans les 10 dernières années dans leur outil de travail, de collecte, de stockage. Donc là, c'est un débat purement, disons, dans la coopérative avec les adhérents en fonction de l'organisation de territoire, de région et lié à la collecte, organisation de collecte. Nous, c'est un dossier technique. On l'a traité comme ça, lié à notre stratégie commerciale. On l'a rattaché à notre stratégie commerciale. On n'avait pas forcément le choix que d'aller à Rouen emmener nos céréales. Si vous prenez une règle de calcul, de Chalon-sur-Saône pour emmener les céréales à Rouen, c'est pas très pratique. Non. Donc on n'avait pas le choix. On avait donc c'était intégré dans notre stratégie commerciale. Cette stratégie commerciale, on l'a développée au niveau de chacune de nos coopératives. On est allé s'expliquer avec les différents conseils des coopératives, sachant que dans ce dossier, le montage il est le suivant. Il y a 2 sociétés qui sont sur le site. Il y a une SCI. Donc les coopératives sont dans le dossier à travers la SCI et avec Cerevia et d'autres partenaires. Et puis il y a une société d'exploitation qui est une SICA, où les coopératives, à travers Cerevia, sont dans la SICA. Donc notre dossier, on l'a défendu comme étant un dossier de stratégie lié à notre débouché et à notre débouché et notre commercialisation. Et uniquement ça, j'allais dire. Uniquement ça. Donc c'était développé au niveau du comité de direction, au comité du conseil. Bon, la première tranche, on a mis quand même 4 ans pour évoluer parce que c'était quand même un grand pas. Hein. Et oui. Partir, charger des trains qui vont en Italie et puis emmener du blé à Marseille pour le charger, c'est quand même une évolution importante. Pas la même chose. Donc on a mis 4 ans, d'autant plus qu'on était en pleine réforme portuaire et on a attendu que la réforme portuaire soit suffisamment consolidée pour pouvoir tirer le dernier trait de notre projet. Mais vous, dans une union de COP, comment vous avez fait pour prendre la décision et pour informer, pour tirer par là-haut? Dans une union de COP, on a donc mis un dossier technique en place dont on a parlé, disons, déjà dans notre comité commercial. Les COP sont représentés dans un comité commercial avec qui nous partageons la stratégie de commercialisation. Donc les gens qui sont au comité commercial ont déjà remonté l'information. Ensuite, on en a parlé au niveau du comité de direction et on en a parlé à chaque conseil d'administration de Cerevia. On parlait de ce projet-là. On l'a vécu ensemble, on l'a construit ensemble, et après, il a fallu prendre une décision, et la décision s'est prise dans le cadre du conseil de Cerevia. Et on l'a fait partager à nos adhérents, toutes les COP. Là, on a une idée lumineuse, disons, c'est pas moi qui l'ai eu, sinon je ne dirais pas ça. Voilà. Donc on a une idée lumineuse. Il peut y avoir des bonnes idées sans vous. 2010, au mois de mai 2010, toutes les coopératives, on a fait descendre, le première tranche du silo était opérationnel, on a fait descendre 1200 agriculteurs de la région Bourgogne-Franche-Comté-Rhône-Alpes. Descendre à Fos, là-bas? Toutes les coopératives ont fait descendre leurs conseils, leurs comités de région, tout dépend comment elles sont organisées, et on a descendu 1200 paysans, de la Bourgogne, de Franche-Comté. Et aujourd'hui, à chaque fois que moi je vais dans une AG, on me dit on voudrait bien y retourner, ou celui qui n'est pas allé, il m'a dit quand est-ce que tu organises un voyage. Donc ce projet-là, on l'a aussi vendu en termes de visuel à des agriculteurs de Bourgogne, où ce n'était pas forcément évident. Marseille, pour eux, c'était à part l'OM, et puis c'est tout ce qu'ils connaissaient. Voilà. Il y avait une fierté d'aller voir Je pense qu'il y a une fierté de la part de nos adhérents, des coopératives, d'avoir construit ce projet et d'avoir plutôt bien réussi. Donc ça, c'est la bonne façon de faire pour vous. C'est une façon de le faire. Pour vous, et la coopération, pour moi, ce sont des hommes, ce sont des femmes et des hommes, pardon, Agnès, ce sont des femmes et des hommes. La coopération, la force de sa coopération, c'est bien ça, c'est l'humain. Et donc dans ce dossier-là, on a fait partager un projet qui était ambitieux, risqué, parce que tout le monde nous prédisait qu'on allait se casser la gueule.
entre parenthèses. Ouais. Et aujourd'hui, on est bien content de prouver le contraire. Donc, on l'a fait partager à des agriculteurs, des producteurs, et on leur a fait vraiment prendre la teneur de ce dossier. Et je pense que là, c'était une partie aussi de notre réussite. Et ça a facilité le travail des différents conseils des coopératives. Alors, on retient bien cet exemple d'avoir emmené les gens C'est sur un place. exemple, hein. Oui, Il n'est pas c'est un transposable. exemple. Tous les exemples en France ne sont jamais transposables. Chacun fait ce qu'il peut dans sa région, suivant la topographie de sa région, etc. Ce n'est pas transposable. Sur cet investissement, Monsieur Migonnet, enfin sur ce genre d'investissement, il y a une fierté du paysan aujourd'hui. Oui, je crois qu'Agnès utilisait les deux bons mots. Le premier, c'est l'appropriation, et puis le deuxième, c'est la culture de consensus. Oui, ça part toujours du conseil, mais comme c'est des consensus dans le conseil, c'est que tout le monde, même si tu n'es pas forcément d'accord au départ, se rallie à une position. Puis après, il y a l'effet des multiplicateurs. On est des sociétés de personnes. Chacun de notre membre de conseil d'administration est dans un conseil de région. Il a des voisins. Quand on porte tous le même message, les gens se l'approprient. Et après, ce que je trouve, ce qui est dérogé, c'est après l'appropriation par les gens, par le personnel aussi, parce que c'était des gens aussi, même s'ils ne sont pas adhérents, de l'outil. Et là, oui, il y a une fierté. Vous me posiez la question, comment ça se fait que vous ayez autant de photos de construction d'un silo ? Parce que tous les gens du personnel autour ont pris des photos en permanence. Parce que voilà, c'est mon silo. Et c'est même aller plus loin. Au moment de la journée du patrimoine, il y a le maire chez qui ça a été construit, ça, qui nous a dit est-ce que vous voulez bien l'ouvrir le jour de la journée du patrimoine ? Et on s'est dit qu'on était vraiment couillons de ne pas y avoir pensé avant. Du coup, tous les voisins sont venus visiter, tous les gens qui râlaient parce que ça risquait de gâcher leur ciel, de machin, etc. Et bizarrement, les voisins, la commune s'est approprié le silo. Et oui, il y a une fierté des adhérents, il y a une fierté du personnel, parce que voilà, c'est la coop, c'est leur boîte qui l'a fait. Et puis voilà, on est quand même des sociétés de personnes. C'est une très très grande chance. Une des sociétés de personnes. Qu'est-ce que ça change en termes de financement ? Question à tous les 5. Les COP, c'est différent. On l'a bien vu, tout part de l'adhérent. En termes de financement, pour trouver de l'argent, est-ce que c'est plus difficile ? Tiens, Monsieur Laurin, est-ce que c'est plus difficile quand on est une COP de se financer ? Je dirais que quand on est une coopérative, lorsqu'on recherche du financement bancaire, c'est presque plus un avantage. Alors pourquoi c'est un avantage ? C'est parce que précisément les coopératives, c'est la stabilité sur le long terme. Ce sont des projets, on vient de le voir, qui sont mûris de façon extrêmement constructive et effectivement collégiale. Et puis surtout, la coopérative, elle a beaucoup d'actifs. Ça, pour les banquiers, les actifs, c'est plutôt sympa. Oui, ça plaît, ça. Hein. Ouais. Ça donne de la sécurité. Ça donne de la sécurité. Et donc, quelque part, pour les banques, j'allais dire, c'est plutôt un avantage. C'est plutôt un avantage. Sur le haut de bilan, c'est plutôt un désavantage parce que la coopérative, c'est pas comme une entreprise privée. Le capital ne se revalorise pas. Il n'y a pas de cession envisageable. Et donc, quelque part, on désoriente un petit peu ceux qui ont toujours l'habitude d'opérer sur le haut de bilan qui implique des plus-values. Et donc ça, c'est un inconvénient. Mais la plupart des coopératives se dotent d'outils, quand elles sont dans les outils de transformation, elles se dotent de holdings qui sont des holdings qui coiffent les activités de transformation. Et ces holdings sont des holdings classiques et traditionnels. Et donc là-dessus, on peut attirer les financements en long sans aucun problème. En ce moment, les financements, c'est pas ça qui manque. Les taux sont excessivement bas, donc toutes les entreprises se refinancent et à des taux qui sont bas. Quant au haut de bilan, il y a aussi des initiatives. On l'a vu ce matin avec des montants qui sont importants. Mais ce que j'ai envie de dire sur le haut de bilan, c'est que c'est comme toutes les alliances qui sont faites. Il faut bien choisir son partenaire et, si possible, partir avec des gens qui, quelque part, vous ressemblent, parce que c'est dans les difficultés, on l'a souligné tout à l'heure, que se reconnaissent les vrais partenariats et ceux qui ont vraiment compris le modèle que vous soutenez, parce que dans des projets, dans des investissements, il ne se passe jamais ce qu'on avait prévu au départ. Il y a toujours des coups durs.
Ouais, et à ce moment-là, c'est vrai qu'on teste la solidité du partenariat. On voit des investissements très différents quand même entre un silo et puis la marque Agriconfiance, ou un partenariat, c'est pas la même chose. Est-ce que dans les COP, le retour sur investissement se calcule de la même façon que dans une entreprise classique lambda? Monsieur de Clercq. Alors, pour répondre Pour vous, est-ce qu'il y a une différence ou pas? Le retour sur investissement, il ne se calcule pas de la même manière parce que l'objectif dans une COP, c'est de maximiser la valeur du produit agricole des associés coopérateurs, ce qui est différent dans une société de capitaux où il s'agit de maximiser la valeur du capital financier apporté. Donc ça peut en effet conduire à des choix différents, des conflits d'intérêts, des choix différents, des conflits d'intérêts carrément. Bien sûr, entre les financeurs extérieurs et les associés coopérateurs. Mais je dois dire que si les associés coopérateurs ont ont mis beaucoup, je dirais, beaucoup d'habileté et beaucoup de volonté, d'engagement pour bâtir des coopératives et donc avoir des outils économiques en commun, ils savent aussi manipuler avec une grande agilité les outils juridiques. Parce que rien qu'autour de la table, on l'a vu ici, on a parlé de coopératives, d'une union de coopératives, de SCI, de SICA, de sociétés anonymes. Vraiment, il y a toute une panoplie d'outils juridiques qui sont utilisés selon l'objectif à atteindre. Et c'est là, à mon avis, aussi c'est une force. Très important. C'est une force, bien entendu. Il y a aussi une contrainte, c'est que ces structures juridiques ont des modes de gouvernance qui sont différents et des modes de rémunération, pour revenir à votre question, qui sont différents. Et donc il est très important, comme l'ont dit les orateurs, il est très important de bien s'approprier les modes de gouvernance de chacun de ces outils juridiques parce que c'est pas les mêmes. Pour les utiliser à bon escient. Parce que, je dirais, un associé coopérateur, c'est la faiblesse ou la force d'une coopérative, c'est aussi la faiblesse ou la force d'une société anonyme. Je dirais que ce n'est pas le statut juridique qui compte, c'est une bonne explication et une bonne adéquation entre l'outil juridique et l'objectif à atteindre, le mode de gouvernance. Donc encore une fois, des compétences managériales, mais je vais me répéter. Et là-dessus, puisque vous me tendez la perche, je voudrais signaler qu'à l'ESSEC, nous avons un partenariat avec COP de France depuis l'an 2000 sur la formation d'administrateurs de coopératives, SENEC. Et nous avons avec COP de France et le DIRCA aussi des formations de directeurs, de dirigeants de coopératives. Bon, c'est bien noté, voilà, comme ça vous savez où vous inscrire. On prend les inscriptions à la fin, il n'y a aucun problème. Beaucoup. Vous voyez monsieur de Clercq à la sortie. Est-ce qu'on prend en compte dans une décision d'investissement le service rendu à l'agriculteur coopérateur? Et comment on le prend en compte? Est-ce qu'on peut le mesurer? Est-ce qu'on peut le chiffrer? Martin Bigonnet. On le prend en compte. Alors, oui, ça dépend. Après, ça dépend du type d'investissement. On travaille les temps de retour sur investissement, on travaille les taux de rendement internes, on travaille ce genre de choses. Sauf pour certains types d'investissements où de toute manière le temps de retour n'est pas évident. Construire un silo, restructurer une architecture de collecte, le temps de retour il est sur 15 ans, quoi. Donc, ou 20. Donc la question ne se pose pas de la même manière selon le type d'investissement. Est-ce qu'on peut parler de retour sur investissement, Monsieur Bilbao, dans ce genre d'investissement? Il faut bien différencier les choses. Une coopérative, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait dans les coopératives? Moi, j'étais dans une coopérative avant de diriger Cerevia. On a reconstruit totalement, la coopération française a reconstruit complètement, quasiment, son outil de collecte et son stockage. Pour les sommes colossales que la coopération française a investies depuis 15-20 ans. C'est énorme. Donc tout ça, ça s'est fait avec une restructuration. On a donc laissé vieillir des silos de collecte et on ne les a pas réparés. On a donc demandé à nos agriculteurs d'accepter de faire un peu plus de kilomètres pour aller sur du silo d'expédition, plus rationnel. Donc c'est ça le travail énorme qui a été fait par la coopération. Par rapport. Donc c'était lié à toute une organisation de collecte, ça c'est du long terme. Hein, c'est du long terme. Nous, ça, là, comment on l'appréhende, comment on le calcule? Chacune de mes coopératives de Cerevia, on fait ce travail et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Mais le gros truc du travail est fait. Par contre, dans le dossier dont on parle aujourd'hui, c'est ça, vous avez bâti votre table ronde par rapport à ça pour avoir des différences. Donc là, c'était un investissement. Bon, on a investi dans un silo qui fait 20 rotations. Donc le retour d'investissement n'est pas du tout le même. C'est pas comparable entre un silo tel que nous
fait un outil de travail que nous avons fait d'exportation et un silo de collecte qui est censé, disons, organiser la collecte et le stockage des adhérents de la coopérative. C'est pas comparable. On ne peut pas comparer les deux choses. Nous, on a construit un outil nous permettant de sécuriser notre stratégie d'exportation. Et donc, le retour d'investissement est beaucoup plus rapide. Beaucoup plus rapide. Heureusement. Bien sûr. Agnès Duvert, un mot sur le retour d'investissement. On le calcule ou pas? Comment? Je dirais ça dépend. Ça dépend parce qu'en fait, effectivement, ça dépend si en fait on a une vision purement économique par rapport à l'investissement ou s'il y a une vision politique et économique. Quand on est dans la vision politique, on est tout simplement dans le stratégique et même s'il ne faut pas faire n'importe quoi, on n'est pas à regarder le TRI comme on regarderait sur un dossier lambda, c'est évident. Mais grâce à cette vision politique, on transforme notre territoire. Et là, on a un impact considérable. Et donc, économiquement, ça viendra un jour. Voilà, on sait qu'un jour, ça arrivera. Jean-François Laurin, un petit mot là-dessus sur la particularité des COP finalement. Oui, enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Agnès. Hein. C'est, si vous voulez, bien sûr, ça dépend des dossiers d'investissement, mais plus on va sur Est-ce qu'il y a une la différence logistique, COP et filiales, par exemple? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Il y a un temps il y a un retour qui est évidemment un peu différent pour les coopératives de ce qu'il est sur les privés. Plus lent sur la COP, plus rapide sur la filiale. Et puis il y a ce qu'on a du mal à quantifier, c'est-à-dire les services effectivement donnés aux adhérents. Mais il est certain que c'est important pour le tissu territorial sur lequel s'appuie la coopérative. Et c'est important parce que vous aurez des effets induits qui sont des effets multiplicateurs après sur la qualité des productions, sur l'acheminement des matières, etc., qui fait que, quelque part, tout le monde en tire bénéfice. Mais ce sont des investissements qui sont nécessaires. Et comme on disait tout à l'heure, il faut l'adhésion de tout le monde. Hein. Les adhérents, ils s'appellent adhérents, donc il faut bien qu'ils adhèrent. Tout ça participe à la revitalisation du territoire et quelque part à la revitalisation de l'agriculture et ensuite de l'agroalimentaire. Il ne faut pas oublier que l'agroalimentaire, il se nourrit de l'agriculture. Alors en termes de conseils, j'allais dire, puisqu'on arrive au terme de notre table ronde, quelles sont les clés? Comment vous avez choisi, par exemple, pour investir? On demandera à nos deux intervenants extérieurs de la COP. Quelles sont les clés pour réussir? Est-ce qu'il suffit d'avoir un marché? Est-ce qu'il faut une vision stratégique? Bon, chacun, dites-moi vos clés de choix d'investissement qui vous ont permis de prendre la décision et d'y aller et finalement de réussir. Monsieur Bilbao. Déjà, celui qui conduit le dossier de la conviction. Si tu dis on va peut-être faire, on va hésiter, tout ça, là, à mon avis, c'est mal parti. Hein. Donc il faut déjà être convaincu soi-même. Déjà être convaincu. Hein. Et puis, il faut faire partager ces convictions-là à nos proches. Et nos proches, moi, dans une union de coop, c'est les présidents des coopératives, c'est les DG. Et puis, on s'est déplacé sur place. Et puis, on a partagé ensemble ce projet. Et peut-être d'un seul convaincu, il y en a eu 15 ou 20 derrière. Et à partir de là, ça... À la limite, après, on se disait, mais bonsoir, on est en retard. Pourquoi on n'a pas été aussi vite? C'est toujours le même problème. Hein. Il y avait telle motivation qu'il y avait une demande à la fin. Quand vous avez pris la décision, vous vous dites, pourquoi je ne l'ai pas pris il y a un an? Parce qu'on a perdu un an. Voilà. Vous faisiez engueuler parce que ça allait trop lentement? Pas engueuler, non, parce que, disons, j'aurais répondu. C'est pas la... Bon, on a bien compris. Donc, voilà. Mais je sentais qu'à un moment donné, ça pressait un petit peu. Voilà. Carrément. Agnès, la clé du succès pour vous? Moi, je pense que ça vient d'être dit. Hein, il faut une stratégie qui soit claire et partagée. Quand la stratégie est claire et partagée, et que, on n'est pas une girouette, qu'on reste cohérent, constant, et qu'on y met de l'énergie, voilà. La clé du succès. Est-ce qu'il suffit d'un marché? Se dire, tiens, là, il y a un marché, il y a un truc à faire, allez, on y va. Non. On se jette. Non, ce serait trop facile. Nous, quand on a commencé Agriconfiance en 2002, il n'y avait pas de marché. Hein. Mais il y avait la conviction intime qu'il y avait quelque chose à faire et que justement les céréales n'étaient pas des commodités, mais bien un produit différent. On devait en faire quelque chose de différent. Et à l'époque, en 2002, il n'y avait pas de marché. Oui, mais là, c'est une prise de risque. Parce que s'il y a pas de marché, évidemment, mais investir, c'est risqué aussi. Martin Mégonnet? Oui, investir, c'est risqué. Après, ce qu'a dit Agnès, oui, c'est ça. Il faut savoir où on va. D'abord, pourquoi on est là. Une COP, c'est assez simple, malgré tout, savoir pourquoi on est là. Savoir où on veut aller. Puis à partir de là, l'investissement, on est dans le domaine des moyens. Quand l'objectif est clair, les moyens, encore une fois, c'est pas pourquoi on le fait, on sait. L'objectif est là-bas, c'est plutôt comment,
à quelle cadence, en y affectant quel montant. Et là, on attaque la conviction dont a parlé Robert, où là, sur les moyens, il faut convaincre qu'on a besoin de tels moyens, que c'est dans tel pas de temps. Mais l'important, avant tout, c'est de savoir pourquoi on est là et de savoir où on veut aller. Après, ça décline, hein, on n'est pas... C'est assez normé comme processus. Monsieur Laurent, on entend les 3 directeurs généraux qui nous font part de leur conviction, de leur motivation, de leur envie. On comprend bien, et on a bien compris qu'il en faut pour investir. Est-ce qu'il ne faut pas autre chose aussi? Est-ce qu'il ne faut pas des outils, accompagner les gens? Enfin, je ne sais pas. Non, moi je partage ces convictions parce qu'elles sont indispensables, mais je dirais que tous ces projets d'investissement, c'est des projets menés par des hommes. Et donc, nous, on fait très attention, j'allais dire, en premier, en deuxième et en troisième, à l'équipe qui va manager ces projets et à l'équipe qui va ensuite les surveiller et les conduire. Parce que c'est pas le tout de concevoir, mais donc les qualité manager, des hommes là du coup. C'est la qualité des hommes. Et si on revient au tissu coopératif, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire aussi le tandem président-directeur général, le conseil, l'adhésion des coopérateurs et le fait que quelque part c'est un projet qui rencontre un petit peu l'unanimité, même si c'est pas toujours facile hein, quand vous allez expliquer qu'il faut faire un silo et que ça va mobiliser beaucoup de sous. C'est pas évident. Quand vous expliquez aussi, on l'a vu ce matin aussi, de partir à l'international, aller convaincre les adhérents qu'il faut partir à l'international, c'est pas évident. Et je pense que l'expérience de Cérevia, où il faut montrer pratiquement le résultat des investissements, c'est quelque chose que j'ai vu faire aussi ailleurs et qui est tout à fait fondamental pour la réussite du succès, enfin la réussite du projet. Monsieur De Clercq, alors les COP et l'investissement, qu'est-ce que ça vous inspire après ce débat? Eh bien, beaucoup de bonnes choses. Moi, je suis heureux de ce que j'ai entendu. Et il me semble en effet que pour investir, il faut avoir une vision stratégique. Et pour que cette vision stratégique puisse être mise en œuvre, il faut un modèle économique viable. Et ça me semble essentiel. Et ce modèle économique viable, on l'a vu à travers des investissements de nature différente, qu'ils soient des investissements corporels ou incorporels. Quand on investit dans un bâtiment, eh bien, il faut aussi il faut sécuriser les revenus, les cash flows pour que ce bâtiment puisse être rentable. Donc ça veut dire qu'il faut que les adhérents soient bien entendu rassemblés sur cette vision et ce modèle pour apporter leurs produits agricoles auprès de la coopérative. Il ne faut pas qu'au bout de 5 ans, ils s'en aillent ailleurs. Donc il faut vraiment rassembler, et ça me semble extrêmement important. Il faut rassembler pas seulement pour un bâtiment, il faut vraiment sécuriser, à mon avis, les revenus attendus de ces investissements, parce que c'est l'importance d'avoir un bon modèle économique. Je vais donner un exemple, il ne suffit pas de faire un grand stade, comme une très jolie ville des Pays de Loire, ou Le Mans, on a un magnifique stade à 25 000 places qui a été construit parce qu'on a pensé que l'équipe en Ligue 1 en avait besoin. Le problème, c'est qu'elle n'y est pas restée, que l'équipe a été dissoute, qu'elle est liquidée même. Donc il faut penser, quand on fait un investissement, quelquefois, il ne faut pas seulement penser à un seul investissement, il faut penser à tout ce qui va avec. Et tout ce qui va avec, on a entendu beaucoup de choses qu'on n'a pas soulignées, mais tout ce qui va avec, c'est bien entendu les adhérents, ça je crois que fondamentalement on l'a bien entendu, mais je dirais aussi les partenaires industriels. Quand on signe des contrats avec des industriels, comme on le fait à la Scara chez Noriap, ou c'est des partenariats qu'il faut honorer dans la durée. C'est très important pour la confiance, non seulement des industriels, mais des distributeurs, des consommateurs. Il faut aller jusqu'au bout. Et ça peut nécessiter aussi de former, de s'informer. J'ai entendu aussi que les investissements pouvaient être réaliser les investissements pouvaient être pénalisés par l'environnement local. Que ce soit les chauves-souris. Les chauves-souris, donc les questions d'environnement, les questions politiques aussi, c'est très important. Donc il y a besoin d'expliquer et d'encore expliquer, quitte à non seulement informer, mais former. Ça, il me semble, les contraintes environnementales sont très importantes. Les contraintes sociales aussi sont importantes et je crois qu'il y a lieu d'expliquer pour être réaliste, quitte à faire changer éventuellement les mesures, faire bouger les mesures concrètes à prendre, même si on est tous d'accord pour un objectif qu'il faut travailler bien, proprement, mais il y a sans doute aussi à investir
dans tout l'accompagnement des projets, pour qu'ils puissent se réaliser, parce que si on met 9 ans pour réaliser tous les projets, ce sera très compliqué. Et je suis très heureux que M. Migonnet nous ait partagé ce souci, comme quoi ça peut arriver. Donc il y a des défis, et parmi ces défis, c'est d'informer toutes les parties prenantes. Voilà. Ça marche. Merci à vous, Monsieur Declercq. Je crois qu'on peut applaudir et remercier nos intervenants. Et le mot de la fin pour notre président Christian Pess. Bien. Agnès et messieurs, merci pour cette table ronde. Merci pour votre implication aussi dans ce débat. Donc, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs, chers amis, on vient d'assister à une table ronde qui, je pense, vous a intéressé, voire passionné. En tout cas, on le voit, les coopératives des métiers du grain investissent. Et ça, c'est important. Elles le font régulièrement, à des niveaux significatifs, très significatifs. Cela traduit tout simplement leur foi en l'avenir. Il n'empêche que ça n'exclut pas de très nombreuses interrogations, voire des inquiétudes, sur notre environnement économique, réglementaire à court terme, mais tout ça, j'y reviendrai. Je voudrais tout d'abord évoquer le caractère très atypique de la campagne en cours. Cette moisson 2014, j'en suis sûr, restera longtemps dans la mémoire des céréaliers français. Il faut dire que le climat nous a réservé, surprise sur surprise, des records de douceur en hiver, des températures estivales au printemps, des pluies diluviennes en été, des pluies automnales, en été plutôt, l'été en automne, enfin voilà, tout s'est un peu mélangé. Et cette météo capricieuse, elle a chamboulé tous nos chantiers, les chantiers de récolte de céréales à paille dans de nombreuses régions. Elle a provoqué un mix qualité-prix très atypique qu'il a fallu gérer, analyser, travailler, trier. Le tout, en plus, avec, vu la météo, un nombre de jours disponibles souvent très réduit, et vous l'avez compris, donc dépendant des caprices du ciel. Et la satisfaction, il faut le dire, je crois, c'est que la réaction des coopératives, elle a été vraiment à la hauteur de la situation. Elles se sont pliées en quatre, si j'ose employer le terme, pour recevoir la marchandise, l'adapter au mieux à la demande. Et cette année, en tout cas, elle a mis en lumière notre savoir-faire, le professionnalisme des coop de collecte dans leur métier de base, le travail du grain. Je vous passe les dizaines de milliers d'analyses de chute du Hackberg qui ont été réalisées, les tables densimétriques qui ont tourné parfois 24 heures sur 24. En tout cas, grâce à cet engagement, mais aussi à tout un travail de filière extrêmement constructif avec nos clients, l'ensemble des débouchés intérieurs seront satisfaits. La France devrait sensiblement améliorer ses parts de marché sur l'intracommunautaire, tout en continuant à assurer sa présence à l'international grâce à la compétitivité de notre offre. Alors, sans entrer dans le détail de chaque production, je ferai toutefois une exception sur le blé dur, qui, à l'inverse des autres productions céréalières, connaît un recul de production particulièrement inquiétant pour la deuxième année consécutive. Donc voilà, ça se répète et nous souhaitons que les causes de ce recul soient... on ne peut pas éteindre ces écrans, j'ai des écrans qui font des éclairs là devant mes yeux. Bon. Nous souhaitons en tout cas que les causes du recul soient identifiées, afin de bâtir tout simplement un plan d'action adapté à cette production qui est vitale pour certaines de nos régions, vous le savez bien. Cette année atypique, elle aura eu le mérite de rappeler à ceux qui l'avaient oublié l'importance et l'adaptation des productions aux attentes du marché. C'est pourquoi nous nous félicitons du lancement du plan protéines blé tendre, qui vise à remonter la qualité moyenne de la production française. Ce plan,
que les coopératives appelées de leur vœu se mettent en place activement. Il comporte un volet contractuel, traduit dans un accord interprofessionnel étendu par le ministère de l'Agriculture, et un volet technique afin d'amplifier la diffusion des bonnes pratiques. Bien sûr, pour faire tout cela, nous savons que nous pouvons compter sur Arvalis, et le plan met en évidence la nécessité d'une adaptation de la mise en œuvre nationale de la directive nitrate, afin qu'elle ne se traduise pas par un appauvrissement de nos blés en protéines, sans gain, évidemment, pour la qualité des eaux. Les solutions, elles existent, on le sait tous. Elles passent par un développement du pilotage de la fertilisation et de l'agriculture de précision au sens large. Les coopératives sont souvent toujours en pointe sur ces orientations. La mise en œuvre du plan protéines, la situation atypique en termes de qualité de la récolte 2014, les problèmes récurrents, on va dire, à l'approche des échéances ont aussi conduit la société Euronext à proposer de préciser la qualité du sous-jacent de son contrat blé de meunerie. Coop de France Métiers du Grain, qui appelait de ses voeux une précision du sous-jacent, prend acte de cette décision, mais souligne toutefois la nécessité de compléter autour de 2 points. L'ajout de nouveaux points de livraison, n'ayant si possible pas les contraintes strictes spécifiques au silo portuaire, et la clarification des règles de fonctionnement applicables dans le cadre de la procédure de livraison. Pour terminer avec ce chapitre concernant la qualité de nos récoltes, je tiens à évoquer aussi la réflexion en cours au sein de France Agrimer et d'Intercéréales sur la rénovation de notre grille de classement des blés. Tous les grands pays exportateurs de céréales, États-Unis, Canada, Australie, Russie, Allemagne, disposent d'un tel outil qui fait référence dans le marché. Force est de constater que la grille française, qui date du début des années 2000, est d'un usage, on va dire, quasiment confidentiel. Nous devons donc corriger ce manque dès la prochaine campagne. Au vu de l'avancée des travaux, je pense qu'on sera dans le bon timing et qu'on va y arriver. La récolte de céréales record en volume de cette année en blé tendre et plus encore en maïs rappelle, s'il en était besoin, la nécessité de disposer partout sur le territoire d'un outil de collecte performant afin d'être en mesure de réceptionner, de stocker les grains, quelles que soient les conditions climatiques. Et cela confirme une fois de plus l'importance du plan silo. Alors on voit qu'il y a des investissements, on l'a vu. Lancé, je le rappelle, en 2011, ce plan prévoyait la construction de 5 millions de tonnes. Il a partiellement atteint son objectif. Des avancées réglementaires comme la création du régime d'enregistrement devraient y contribuer. Le partage de nos objectifs avec les pouvoirs publics, qui s'est concrétisé dans une circulaire interministérielle, est également un motif de satisfaction. Mais bon, nous continuons de déplorer que sur le terrain, de trop nombreuses difficultés, lenteurs administratives, voire refus quand il s'agit de délivrer un permis de construire en zone non agricole. Il est possible de construire des silos d'agriculteurs autant qu'on en veut, mais extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, d'installer des outils collectifs qui permettent d'optimiser la surface utilisée à cette fin. Et pourtant, qu'il soit fait à la ferme ou à la coopérative, le stockage des grains est un complément indispensable, indissociable de l'activité de production agricole. Je disais en introduction que les responsables des COP avaient de nombreux motifs d'insatisfaction et d'inquiétude. Parmi eux, bon, il y en a un évidemment que je ne peux pas manquer, qui est particulièrement grave. Nous avons tiré la sonnette dès le printemps dernier. Je veux bien évidemment parler des infrastructures ferroviaires dédiées au fret. Bon, je ne vais pas vous rappeler l'importance primordiale pour l'économie des grains du réseau ferré. C'est un produit pondéreux. Les céréales et autres graines sont très dépendantes du mode de transport. C'est un facteur décisif dans la compétitivité. La France a un maillage, ou dispose d'un maillage dense de routes, de voies d'eau, de lignes ferroviaires, et devrait donc, logiquement, disposer de vrais atouts en cette matière. Hélas, 3 fois hélas, alors qu'on nous rebat les oreilles, on va dire,
fil des conférences environnementales et autres grandes déclarations sur le changement climatique, qu'il faut favoriser les modes de transport alternatifs, fluviaux, ferroviaires, au détriment de la route. La France, elle a tout simplement pratiquement abandonné son réseau ferroviaire dédié au fret. Quelques chiffres, il y a 2900 km, dont 1600 sont encore utilisés. Ce réseau de voies dites capillaires est en grand danger, vous le savez tous, on le vit au quotidien. Faute d'entretien suffisant pendant de trop longues années, pendant lesquelles la SNCF a cédé au tout voyageur, voire au tout TGV, les voies secondaires sans voyageurs sont menacées de fermeture. Réseau ferré de France, chargé de l'entretien des infrastructures, a réalisé un diagnostic complet, dont acte, mais il est alarmant. Sur les 1600 km encore utilisés au début de l'année, 180 auront été fermés en 2014 et près de 1000 nécessiteraient un programme de réhabilitation dans les 3 à 5 ans qui viennent, dont plus de 200 km avec un risque élevé de fermeture à court terme. Alors, le secrétaire d'État au transport, Frédéric Cuvillier, puis depuis septembre Alain Vidalis, affirme vouloir relancer le fret ferroviaire et pour cela trouver des solutions adaptées par la réhabilitation donc, de ce fameux réseau capillaire. Alain Vidalis l'a redit avec force vendredi dernier à la conférence pour la relance du fret. L'enjeu, on est bien d'accord, dépasse très largement les 1600 km de voies secondaires. C'est 20% du trafic sur le réseau principal qui prend sa source sur ces petites lignes. Et nous estimons ce ratio à peu près à 40% des céréales. Et de plus, et c'est malheureusement souvent oublié, la fermeture des lignes ferroviaires a pour effet immédiat un retour modal, on va dire, à rebours, c'est-à-dire au profit de la route. C'est le paradoxe. La remise en état des voies capillaires, donc ça on peut l'affirmer, c'est un allègement aussi de la facture d'entretien du réseau routier. Le discours est également très très volontariste à RFF, où on nous annonce l'analyse au cas par cas sur chaque ligne afin d'apporter des réponses adaptées au contexte local. Je pense qu'il y a effectivement une prise de conscience de cette dure réalité, mais elle est malheureusement tardive et elle devra impérativement surtout être suivie d'effets. Voilà, c'est ça Et il faudra jouer, comme toujours, sur plusieurs leviers. Un assouplissement des normes qui conduisent aujourd'hui à des surcoûts totalement inacceptables, pour ne pas dire farfelus, tant pour la réhabilitation que l'entretien. Les responsables de RFF en conviennent eux-mêmes et le disent eux-mêmes. En gros, le débat est le même que celui que nous avons eu pour les silos. Et enfin, je crois qu'il faut qu'on l'affirme, quoi. Il faut sortir à tout prix du tout sécuritaire qui plombe l'économie de notre pays. Nulle part ailleurs, les surcoûts liés à une évaluation totalement maximaliste des risques n'atteignent de tels niveaux, mais chez nous, c'est le cas. Il faudra également trouver des relais pour financer tout ça, parce qu'il faut des financements. Et donc, nous encourageons le gouvernement à solliciter le plan Juncker à cet effet. Les COP, elles investissent et elles investiront lourdement. On en a eu encore la preuve. On attend logiquement que l'État en fasse de même. Et donc passe du discours à l'action. L'an dernier, j'évoquais ici le lancement de la charte de bonnes pratiques de gestion du risque pris par COP de France Métiers du Grain. L'actualité des marchés, les nombreux facteurs d'incertitude confirment évidemment tous les jours la pertinence de cette démarche que nous avons initiée. Vous le savez, on a au fil des mois enregistré l'engagement des coopératives. Aujourd'hui, c'est près de 60% de la collecte qui est concernée, avec 42 structures signataires. C'est un succès. Mais comme tout succès, il faut le transformer, comme on dit chez nous dans le rugby. Et transformer les essais, c'est, après la signature, faire vivre la démarche en interne, au sein des entreprises. On l'a évoqué entre nous dans la première partie. C'est valider les 8 engagements majeurs dans l'année, puis satisfaire ensuite aux 15 engagements
qui sont sanctionnés, ou en tout cas par un audit externe indépendant avant le 3e anniversaire. Je rappelle donc là la démarche. Là aussi, c'est une réussite puisque on va dire que tous les signataires sont en phase avec leurs obligations et plusieurs les ont même dépassées ou devancées en tout cas en passant avec succès l'audit externe dès la première année. La démarche, elle est exigeante, il faut en convenir, mais elle est aussi vertueuse. Les coopératives qui l'ont adoptée s'en félicitent. On en a eu des témoignages tout à l'heure dans la partie interne. Et les banquiers la plébiscitent, ce qui n'est pas neutre. Bien sûr, nous ne devons pas nous arrêter là. Je dis 60% de la collecte concernée. Le vrai objectif, c'est 100% de signataires. Voilà, donc il y a encore du travail. La gestion des risques, et je devrais plutôt parler de la prévention des risques, elle est inscrite dans nos gènes, dans les gènes de Coop de France Métiers du Grain. Et il ne passe pas une année sans que nos équipes, en collaboration avec les équipes de terrain, avec les Coop, ne sortent un outil de prévention, guide professionnel, film vidéo, etc. Cette année, voilà, il y a eu 2 guides qui ont vu le jour, l'un sur le dossier de l'amiante, là aussi un dossier extrêmement délicat, et l'autre sur la prévention des risques liés au bruit. Le risque, c'est aussi le quotidien de nos adhérents agriculteurs qui sont soumis aux aléas du climat, du vivant. Encore un sujet que cette année a mis en lumière. Et face à ces aléas, la coopérative, elle accompagne ses adhérents par ses conseils, par les solutions qu'elle met à leur disposition après les avoir testées. Vous l'avez compris, ce que je veux évoquer là, c'est le dossier de la protection des plantes. Si les coopératives se préoccupent autant de ce sujet, c'est que le conseil technique aux adhérents fait partie de notre mission. La loi d'avenir crée une obligation de conseil pour les distributeurs et de produits phyto dans le cadre de leur agrément. Bon, c'est une bonne chose qui va dans le sens d'une professionnalisation accrue de la distribution. Nous serons toutefois extrêmement attentifs à la façon dont cette règle sera mise en œuvre afin qu'elle ne génère ni distorsion de concurrence, ni lourdeur administrative. En France, vous le savez, la protection des plantes est encadrée par le plan Éco-Phyto. La déclinaison nationale de la directive utilisation durable des pesticides. Et 2014, le plan fait l'objet d'un exercice d'évaluation à mi-parcours qui a été confié au député de Meurthe-et-Moselle, Dominique Potier. Nous avons rencontré M. Potier, nous lui avons fait part de nos propositions pour son amélioration. À ce sujet, la dernière info, c'est que le rapport sortirait demain. Mais bon, il y a eu plusieurs dates avancées, mais la dernière info, c'est qu'il sortirait demain. Nous souhaitons avant tout, revenir à l'esprit de la directive qui vise une réduction des risques et des impacts et ne pas se focaliser uniquement sur la seule réduction d'usage. Nous pensons que pas mal de leviers ont été oubliés ou en tout cas pas suffisamment pris en compte. Parmi eux, les OAD, l'agriculture de précision, ou toutes les solutions, la kyrielle de solutions qui concourent à l'amélioration des matériels de traitement. Les actions, par contre, positives, comme les réseaux de fermes Delphi auxquels les coopératives ont activement participé, doivent être poursuivies, voire pourquoi pas amplifiées. Enfin, le plan, à notre avis, doit se fixer des objectifs raisonnables, atteignables, sans dégradation de la compétitivité de la ferme France et du revenu des agriculteurs. Nous approuvons l'objectif d'une moindre dépendance aux phytos pour une réduction de leur impact sur l'environnement et la santé. Mais par contre, nous sommes totalement opposés au slogan simpliste, à toute fiscalité punitive et aux décisions qui sont prises sans qu'on ait mesuré les effets potentiels sur l'économie agricole, ce qui est malheureusement souvent le cas. Notre économie agricole, nous le savons, elle est fragile. Elle est exposée à des risques
multiples, d'origine aussi bien climatique que politique. Voilà. Pardon ? Oui. À la base de nos coopératives, il y a les adhérents. Voilà, ça, on l'a bien vu, ça a bien été retranscrit lors de la table ronde. Les producteurs de grains, eux, ils ont particulièrement souffert cette année, je l'ai dit, sous cette double contrainte du climat et des prix. Les dernières statistiques qui ont été sorties pas plus tard que lundi dernier le démontrent, avec une baisse de 44%. Le revenu des producteurs de grande culture est évidemment très fortement affecté. Bon, alors je crois que ça nous permet quand même de dire que la sempiternelle distinction très stigmatisante entre les riches céréaliers et les autres métiers de l'agriculture, ça suffit, ça doit cesser, tout simplement. Il en va de propos tout aussi simplistes. Moi, certains d'entre vous l'ont peut-être entendu. J'ai entendu il y a 2 semaines, je crois, c'était Michel-Édouard Leclerc dans la matinale de France Inter, qui répondait, vous savez, les auditeurs appellent, qui répondant à des éleveurs dans la difficulté, clairement, leur disait demandez à vos coop céréalières qui ont fait beaucoup d'argent de vous aider. Bon, ça, là aussi, il faut que ça cesse. C'est quelque chose d'inadmissible. Cette année catastrophique, quelque part, elle peut au moins faire la démonstration que toutes ces affirmations sont ridicules et qu'elles doivent cesser. Les coopératives céréalières, comme les autres coopératives, sont là pour accompagner leurs adhérents, surtout quand ils sont dans la difficulté, mais pas que. Elles sont là aussi pour prévoir l'avenir, pour accompagner nos adhérents dans leur futur, pour les rendre pérennes. Et je crois qu'on peut le dire, et je finirai par ça, en cette année qui est particulièrement dure pour les coopérateurs, pour les producteurs de grandes cultures au sens large, ces derniers savent, et les coopératives en ont fait la démonstration, qu'ils peuvent compter sur leur coop. Je vous remercie. Alors, la poursuite des opérations, Vincent, donc on sort et le ministre devrait arriver pour participer à un petit